Ce journal vous est présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous nous suivez depuis Kikwit dans le Kouilou. Merci de votre fidélité à Géopolis Télévision. Bienvenue à cette session d'information dont voici le sommaire. La question de la cohabitation entre gouverneurs des provinces et assemblées provinciales est relancée après que la Cour constitutionnelle a rétabli l'ex-gouverneur du Kasaï oriental évincé il y a quelques mois de son poste. À la une, également, des initiatives de paix en RDC se multiplient et se chevauchent. Une nouvelle initiative qui émane de la Fondation Thabo Mbeki en faveur de la paix en RDC suscite des réactions. À la une, et aussi la Russie à l'international. La Russie prolonge l'interdiction d'exporter de l'essence jusqu'au 31 octobre. Bonsoir à tous, je l'ai annoncé en titre, encore une initiative de paix en faveur de la RDC, une nouvelle initiative lancée par la Fondation Thabo Mbeki. Cette structure a invité de nombreux acteurs politiques impliqués dans la crise sécuritaire en RDC pour un forum ou un dialogue de paix prévu du 3 au 6 septembre en Afrique du Sud. La nouvelle initiative est diversement commentée à Kinshasa où plusieurs voient d'un regard curieux les processus de paix qui se chevauchent, donnant l'impression d'un imbroglio diplomatique. Suivez. La RDC ressemble à un malade au chevet duquel se penchent plusieurs médecins, tous désireux d'une rémission qui tarde à venir. Et plus la guérison se fait attendre, plus le plan de traitement se multiplie et se chevauche, au risque d'aggraver la maladie qu'ils entendent pourtant soigner. L'initiative de la Fondation Thabo Mbeki est perçue à Kinshasa comme une posologie parallèle qui fait double emploi avec des processus déjà en cours. Les acteurs politiques sont-ils engagés dans une sorte de tour de Babel dont le résultat n'est que confusion et vacarme ? En effet, si la Fondation Thabo Mbeki a invité à un dialogue pour la paix en RDC l'ancien président Joseph Kabila, le leader de l'AFC M23 Corneille Nangaa, le chef rebelle Thomas Lubanga ainsi que plusieurs figures de l'opposition dont Moïse Katumbi, elle a également convié des officiels et des membres de la majorité présidentielle comme le conseiller spécial du chef de l'État Ebérande Kolongele, Vital Kamerhe, Moussa Nyamwisi, sans oublier les délégations de la CENCO et de l'ECC. Il convient néanmoins de rappeler que l'ancien président Joseph Kabila a lui-même lancé une initiative parallèle dans la zone contrôlée par le M23 sans que les retombées de ces consultations ne soient clairement connues. Sur le plan interne et international, la CENCO et l'ECC peinent à faire véritablement avancer le processus de paix, le processus de dialogue, avec méfiance à Kinshasa. De son côté, le président Félix Tshisekedi a également mené des consultations sous l'égide de son conseiller Ebérande Kolongele visant à instaurer la paix entre différentes franges politiques et sociales. Toutes ces initiatives visent un même objectif, à savoir décrisper le climat politique dans un contexte où l'insécurité pèse lourdement sur la vie de la nation et de la région. Dans cette dynamique, les États-Unis sont entrés en jeu, reprenant pratiquement le processus de Luanda pour en faire le processus de Washington. Le Qatar a opéré de son côté un mouvement similaire en s'appropriant le processus de Nairobi. Ainsi, des initiatives africaines sont désormais reprises hors du continent sans que l'Afrique en soit totalement exclue puisque plusieurs personnalités africaines continuent de jouer un rôle dans ces processus de paix. Pourtant, sur le terrain, ces efforts multiples ressemblent souvent à une tour de Babel tant la paix véritable tarde encore à se concrétiser. Parlons justement de cette conférence proposée par la Fondation Thabo Mbeki. Alors que Kinshasa décline l'invitation de cette fondation, d'autres voix critiquent un déséquilibre dans la représentation religieuse, soulignant que seuls la CENCO et les CC sont conviés au détriment du Conseil interreligieux congolais dirigé par l'archevêque Dodo Israël Kamba. Ce dernier a pris la parole ce jeudi. Suivez-le. Bon, vous savez que tout ce qui peut être initié comme pensée pour
apporter la paix dans notre pays ne peut qu'être loué comme initiative. C'est vrai que je ne connais pas les TDR, je ne sais pas de quoi est-ce qu'ils vont réellement, comment ils vont procéder, mais du moment donné que c'est pour la paix qui apporte la paix, disais-je, dans notre pays, donc pour moi c'est quelque chose à louer. Mais j'aurais bien voulu qu'ils tiennent compte d'autres paramètres également. Je pense que si c'est fait de bonne foi et de bon cœur, ça peut être le cadre pouvant ramener tout le monde ensemble. Oui. Écoutez, cette analyse n'est pas fausse, elle peut être fondée du moment donné que le tandem Senko-SCC est porteur d'une initiative allant dans le même sens, mais leur procédé a été contesté par une autre tendance confessionnelle. Moi, je pense que pour pouvoir trouver des idées et qui soient carrément constructives, il faudrait prendre aussi un autre son des cloches de ceux-là qui ne sont pas d'accord avec l'approche ou l'initiative de ces tandems Senko-SCC. Donc je crois que cette analyse est carrément fondée. À ce stade, s'ils veulent crédibles ces échanges et constructifs, il faudrait que l'on tienne compte de ces paramètres-là. J'ai appris que, d'une part, il y a eu des voix qui sont institutionnelles ici au pays, il y a eu des voix qui sont du côté de l'opposition et même des voix de ceux qui ont touché aux armes. Donc l'essentiel dans ça, c'est qu'on écoute tout le monde pour pouvoir sortir dedans des résolutions pouvant mettre les gens ensemble. Et si ça doit être le cas, même du côté des religieux, il faudrait qu'on tienne compte de ces paramètres pour que ce soit crédible, que ça puisse avoir son sens, tout son sens. Parce qu'il a le tandem Senko-SCC et même d'autres qui se sont alliés. Toujours dans le domaine politique, sachez que la Cour constitutionnelle a rejeté ce jeudi la requête de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo qui contestait la constitutionnalité de sa condamnation à 10 ans de travaux forcés, siégeant en matière d'appréciation, de conformité à la Constitution, d'interprétation et de contrôle de conformité. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour examiner ce dossier. Restons toujours à la Cour constitutionnelle pour vous faire savoir que cette institution a rétabli Jean-Paul Mbouébois, l'ancien gouverneur du Kasaï oriental, qui était accusé d'être responsable de la mystérieuse disparition de 3 millions de dollars alloués à la province par le gouvernement central, de quoi relancer la question de la cohabitation entre gouverneurs provinciaux et les assemblées provinciales. Dans mon mat. La Cour vient de trancher. La déchéance du gouverneur du Kasaï oriental par l'Assemblée provinciale a été entachée d'irrégularités, notamment l'absence d'une opportunité pour l'intéressé de se défendre en déclarant du gouverneur recevable et fondé. La justice remet une nouvelle fois en question les procédures adoptées par certaines assemblées provinciales dans leur bras de fer avec les exécutifs provinciaux. Ce cas n'est pas isolé. Depuis plusieurs années, la République démocratique du Congo est le théâtre des tensions persistantes entre le gouverneur et les assemblées provinciales. À travers le pays, ces institutions locales s'affrontent régulièrement dans des conflits d'intérêts souvent alimentés par des considérations politiques, ethniques ou financières au détriment du bon fonctionnement des entités décentralisées. Les procédures de destitution sont devenues un outil fréquemment utilisé, parfois à tort, par certaines assemblées provinciales pour évincer des gouverneurs jugés gênants ou peu dociles. Mais comme le montre la décision récente de la Cour, ces initiatives sont souvent menées sans respect des règles élémentaires du droit, fragilisant davantage des institutions provinciales déjà en crise de légitimité. Face à cette instabilité chronique, plusieurs voix s'élèvent pour appeler à une réforme en profondeur du fonctionnement des institutions provinciales, notamment à travers un encadrement plus strict des mesures de contrôle parlementaire. Sans cela, le cycle de crise institutionnelle risque de perdurer, freinant les efforts de développement à l'échelle locale. Dans le domaine purement économique, le Parlement congolais s'apprête à réceptionner le projet de budget 2026 lors de la session ordinaire de septembre, dont l'ouverture est prévue pour le 15 prochain.
Le ministre d'État en charge des relations avec le Parlement, Guy Luandomboyo, a échangé avec le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, et le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, à ce sujet. José Junior Ouawa nous en dit plus. C'est en qualité de passerelle que joue ce ministère entre le gouvernement et le Parlement que le ministre d'État, ministre de Relations avec le Parlement, Guy Luandomboyo, a échangé avec le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde Kenge. L'objectif étant de raffermir les relations entre le pouvoir exécutif et législatif en République démocratique du Congo. Rentrée parlementaire qui s'annonce le 15 septembre, conformément à l'article 126 de la Constitution. Il était donc opportun de venir échanger avec lui, d'abord pour avoir ses conseils, et que nous puissions réussir cette mission qui nous a été confiée par le chef de l'État à travers Madame la Première ministre, écouter ses recommandations, qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il attend du gouvernement, parce que notre rôle c'est d'assurer le pont entre le gouvernement et le Parlement, c'est-à-dire prendre les préoccupations du gouvernement et les amener au Parlement et vice-versa, pour qu'il n'y ait pas de tensions interinstitutionnelles. Donc, nous serons aussi appelés à fluidifier la communication institutionnelle, assurer les dialogues permanents, parce que vous savez, les députés et les sénateurs qui représentent la population et les provinces selon les cas, ils ont toujours des préoccupations. Avec le vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Muzito Fumussi, il était question d'évaluer l'état d'avancement de la procédure visant la confection du budget du projet de budget 2026. Un état de préparation plutôt rassurant, d'après Guy Luandomboyo, d'autant plus que le gouvernement Souminois II, à travers Adolphe Muzito, s'est engagé à doubler les recettes budgétaires grâce notamment à la mobilisation des recettes publiques et à la rationalisation des dépenses publiques. Le directeur général de l'Agence pour la promotion de classe moyenne congolaise, APROSEM en sigle, a pris part du 20 au 22 août dernier à Yokohama au Japon à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9. Interrogé sur les objectifs poursuivis par l'APROSEM à ses assises loin de la terre congolaise, Pascal Tchello a répondu sans embâche à cette question à la presse. Qu'est-ce que l'Agence pour la promotion des classes moyennes, APROSEM en sigle, est allée chercher du 20 au 22 août dernier à Yokohama au Japon, à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9. Interrogé sur les objectifs poursuivis par l'APROSEM à ses assises loin du pays à plus de 12 000 km, Pascal Manzombo Tchello a répondu sans atermoiement à cette question de la presse. L'objectif poursuivi par APROSEM en venant prendre part à ces assises était d'abord de pouvoir créer un partenariat stratégique avec les institutions japonaises, mais pourquoi pas africaines, parce que c'est un cadre qui a réuni des structures venant des pays d'Afrique en face du Japon. Et donc là, pour nous, c'était de créer des liens de partenariat avec toutes les institutions que nous pouvons rencontrer, afin de pouvoir apprendre d'eux et surtout avoir un accompagnement de leur part pour apprendre à soutenir suffisamment efficacement les PME congolaises qui sont le socle de la croissance du pays, et c'est de la croissance économique qui génère l'émergence des classes moyennes. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour créer ce partenariat et puis être en mesure de pouvoir apprendre d'eux des mécanismes par lesquels ils ont renforcé l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, l'entrepreneuriat et donc l'émergence des classes moyennes dans leur pays. Profitant de l'occasion ainsi offerte, Pascal Tchello a lancé un vibrant message aux entrepreneurs congolais depuis Yokohama. Aux jeunes Congolais, je pense que l'espoir n'est pas perdu. Nous avons la chance d'abord d'avoir une vision politique du chef de l'État qui voudrait que nous puissions reconquérir l'indépendance de notre pays à travers l'entrepreneuriat.
Donc, il ne trace pas d'autres voies. Ce n'est pas les voies de Chancelo Kopamba, mais il voudrait que chacun travaille pour que nous puissions, avec nos jeunes, casser cette habitude de terminer l'université et de pouvoir commencer à faire l'honneur. Donc nous sommes en train de mettre en place tous les dispositifs pour que déjà dans les cursus, dans les curricula scolaires, académiques, qu'on puisse réveiller, susciter l'attention des jeunes pour qu'à ce niveau-là, qu'ils commencent à penser des projets. Les projets ne viennent pas de miracles, il suffit seulement d'observer notre environnement, identifier des problèmes et commencer à réfléchir sur les solutions. Message capté 5 sur 5. Toujours dans le domaine économique, la Banque centrale du Congo envisage de réviser le niveau de réserve obligatoire cristallisé des banques commerciales, resté figé au taux de 1999,9 francs congolais pour $1 depuis 2021. Dans un courrier adressé à l'Association congolaise des banques, le gouverneur de la BCC, de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, annonce cette actualisation qui vise à mieux refléter la réalité du marché et renforcer les mécanismes de régulation monétaire. Plus de commentaires dans cet élément signé Daniela Kalala. La Banque centrale du Congo a annoncé une actualisation progressive du taux d'échange appliqué aux réserves obligatoires cristallisées, une mesure conforme à l'article 9 alinéa 2 de l'instruction numéro 10 relative à la constitution de la réserve obligatoire signée le 15 octobre 2024. Jusqu'à présent, les banques commerciales continuaient de calculer les réserves sur la base d'un taux fixe de 1999,9 francs congolais pour $1 américain en vigueur depuis décembre 2021. Un écart devenu significatif par rapport à l'évolution du marché, rendant cette mise à jour indispensable. La BCC prévoit un ajustement en 3 étapes. Du 15 septembre au 14 octobre 2025, une application du taux indicatif du 27 janvier 2023, soit 2402,72 francs congolais pour $1. Du 15 octobre au 14 novembre 2025, application du taux indicatif du 26 janvier 2024, 2710,87 francs congolais pour $1. Du 15 au 14 décembre 2025, application du taux indicatif du dernier jour d'octobre 2025 correspondant au taux d'échange en vigueur à cette date. À l'issue de ces processus, l'ajustement du taux se fera désormais de manière automatique dès chaque notification de la BCC, a précisé André Ouamesso, conformément à l'instruction numéro 10. Vous avez donc reconnu la voix de Blest Kouzola. Et donc, pour approfondir ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir Daniela Kalala ici sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Patrick Ilunga. Voilà, je rappelle que vous êtes journaliste ici à Geopolis Forum, spécialisé sur les questions économiques. D'abord, on vient de suivre cet élément, mais pour plus de détails, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui est dit réellement dans cette lettre ? Alors oui, monsieur Ilunga, monsieur Patrick Ilunga, ce que nous venons de suivre tout à l'heure, c'est un courrier que l'actuel gouverneur de la Banque centrale, monsieur André Ouamesso, adresse justement à l'ACB, l'Association congolaise de banques, pour leur informer justement en ce qui concerne cette réforme sur l'actualisation du taux de change des réserves obligatoires qui a été cristallisé depuis 2021 au taux de 1999,9 francs congolais le dollar américain, alors que sur le marché, $1 ne vaut plus ce taux. $1 vaut maintenant entre 2800 et 2850 francs congolais. Voilà, on comprend bien qu'on est vraiment dans la finance pure, mais c'est un domaine qui est un petit peu réservé aux spécialistes. Quand vous parlez de réserve obligatoire, qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, en des termes simples, le réserve obligatoire, c'est juste l'argent que la Banque centrale exige aux banques commerciales de pouvoir déposer à un taux précis. Et cet argent permettra justement à la Banque centrale de pouvoir contrôler la liquidité, c'est-à-dire contrôler le nombre de crédits que les banques commerciales peuvent octroyer aux agents économiques, par ricochet contrôler aussi l'inflation, mais aussi ça permet à la Banque centrale de pouvoir contrôler
les systèmes bancaires, c'est-à-dire en cas de retrait massif. Voilà, mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette actualisation n'avait pas été faite avant, par exemple? Hormis les faits que chaque gouverneur arrive avec ses objectifs propres, précis, faudrait savoir et noter que l'instruction numéro 10 qui donne accès à la Banque centrale de pouvoir actualiser ses taux de change n'était pas encore en vigueur, n'était pas encore instaurée. Donc la Banque centrale n'avait pas encore la possibilité de pouvoir actualiser les taux. Et maintenant, depuis 2024, on a instaurer justement cette instruction numéro 10 qui donne à la Banque centrale l'accès ou le droit de pouvoir actualiser ses taux. Voilà la raison pour laquelle ça se fait maintenant avec M. André Ouamessou. Merci beaucoup Daniela Kalala. Je rappelle que vous êtes journaliste à Géopolitique Forum spécialisé de questions économiques. On va donc poursuivre ce journal. On va quitter la finance des banques pour parler de l'économie, mais avec la vie de tous les jours. Pour vous faire savoir que Transco a acquis 30 nouveaux bus. C'est la nouvelle dotation en faveur de cette entreprise publique. Cette nouvelle flotte devrait renforcer Transco et l'aider à faire face aux problèmes de mobilité dans la capitale de la RDC, dont les habitants sont confrontés à des graves difficultés de déplacement. C'est un commentaire signé Myriam Likio et Gigi Nende. Les autorités de Kinshasa ont lancé un renforcement du parc automobile de la société Transco avec l'arrivée des 30 nouveaux bus de marque Mercedes-Benz. Une décision qui vise à soulager la population confrontée depuis plusieurs mois à un sérieux problème de mobilité urbaine. Le directeur général de Transco se félicite de ces dotations et assure que la nouvelle flotte sera d'un grand apport. Pour rendre hommage à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, de l'unité nationale et du bien-être du Congolais, dont sa vision est le souci majeur et qui ne cesse de compter sur le social des Congolais en général et des Kenyans en particulier. Avec l'acquisition de ces lieux, un nouveau départ vient d'avoir lieu et s'ajouter aux réalisations opérées par votre serviteur depuis sa prise de fonction avec l'appui de tous les personnels. La vision étant grande pour Transco, ça appelle à la prise de conscience de son personnel, au changement de mentalité et d'approche pour réaliser cet objectif tant entendu par la population et tel que tracé par la vision du chef de l'État. Quant au secrétaire général de cette entreprise publique, il faut que chaque responsable veille sur les bus dotés afin qu'ils durent longtemps et qu'ils offrent un bon service à la population. En vue de protéger et bien gérer les biens de l'État mis à la disposition des Transco et de respecter l'objet social des Transco. 2. De poursuivre la lutte contre le circuit de détournement de recettes par certains agents. 3. D'introduire dans le cadre de la lutte contre ces fléaux les paiements électroniques pour mettre fin aux tickets parallèles et enfin digitaliser le circuit de recettes. Notons qu'une autre flotte de 30 bus arrivera bientôt grâce à la collaboration entre le gouvernement congolais et la Société suprême d'automobile. Leur quotidien. Gigi Nende. Après un moment d'attente, les travaux de réhabilitation de l'avenue Isiro, située dans la commune de Gombe, ont enfin repris. Ces travaux, qui avaient été interrompus, avaient causé de nombreux désagréments aux habitants et usagers de la route. Entre les embouteillages
et la poussière. La vie quotidienne des riverains devenait compliquée. La reprise des activités sur ce chantier, tant attendu, suscite un véritable espoir au sein de la population. Selon l'ingénieur Germain Kissimbi, superviseur des travaux, le rythme des opérations a considérablement augmenté. À ce stade ici, on est en train de faire le rechargement. Après le rechargement, il viendra maintenant le ferraillage. Quand on va terminer avec le ferraillage, on va passer maintenant à la phase soudure pour maintenant le bétonnage. Donc, dans moins pratiquement d'un mois ou bien un mois et demi, on ira à terminer tout le temps. Sauf imprévu, par exemple, des intempéries. Sinon, dans un mois et demi, ça sera terminé. La reprise des travaux sur l'avenue Isiro est une bonne nouvelle pour la commune de Gombe. Les habitants peuvent désormais espérer un retour à la normale dans les semaines à venir. Reste à espérer que cette dynamique se poursuive et que d'autres chantiers suivent le même chemin. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Place à présent à la page internationale. L'économie numérique reste un défi à relever en République centrafricaine. 2 actions sont mises en œuvre par le gouvernement pour réduire la fracture numérique et doter les jeunes en compétences numériques. En 2024, les travaux d'infrastructure à fibre optique ont contribué à créer plus de 4000 emplois de jeunes dans les communes traversées par la fibre optique, un maillon de l'économie pris en compte dans le plan national de développement 2024-2028. Patience Lokik. La République centrafricaine franchit un nouveau cap dans sa modernisation en s'orientant vers l'économie numérique. Sous l'impulsion du ministre de l'économie numérique, le gouvernement a placé le développement du commerce en ligne au cœur de ses priorités à travers l'amélioration des infrastructures numériques dont la mise en œuvre de la fibre optique, les réseaux Internet stables et accessibles est primordiale. Cela permettrait de connecter plus de citoyens et d'entreprises à des ressources en ligne favorisant l'émergence d'un écosystème numérique dynamique. Le plan national d'investissement recommande des investissements dans des programmes éducatifs qui intègrent les compétences numériques et technologiques afin de préparer le jeune au marché du travail. L'État a déjà mis en place des initiatives de formation en programmation, en cybersécurité et en gestion des données qui pourraient aider à mieux porter l'économie d'ici 2028. En 2024, les travaux d'infrastructure à fibre optique ont contribué à créer des emplois pour 4000 jeunes dans les communes traversées par la fibre optique. La vision établie par le président Touadéra est de positionner la République centrafricaine comme un acteur clé dans l'économie numérique régionale, attirant ainsi les investissements étrangers. Cette stratégie vise à créer des emplois durables, à renforcer la compétitivité du pays sur le marché global et à favoriser un développement inclusif. Je l'avais annoncé en titre, la Russie a prolongé l'interdiction d'exporter l'essence jusqu'au 31 octobre afin de faire baisser le prix du carburant. Ces derniers ont augmenté à la suite des attaques ukrainiennes contre les raffineries et d'autres infrastructures pétrolières ces dernières semaines. Une situation qui a mis les stations-service à sec. Encore une fois, patience Lokek. En plus de la hausse de prix, les autorités ont recours au rationnement ou à la rupture simple de vente. Le gouvernement a donc décidé de prolonger jusqu'au 31 octobre l'interdiction d'exportation d'essence afin de stabiliser le marché intérieur. La restriction a été originellement imposée aux producteurs et aux non-producteurs du 28 juillet au 31 août. Le pays connaît les augmentations périodiques des prix de l'essence en raison des raffineries de pétrole ciblées par des attaques de drones par l'Ukraine
et de l'augmentation de la demande, en particulier dans les secteurs agricoles. La Russie, l'un des plus grands exportateurs d'énergie au monde, produit plus de 40 millions de tonnes d'essence par an. Les prix de gros du gaz A95, l'indice d'octane le plus élevé, ont atteint le sommet la semaine dernière sur la bourse internationale du commerce, s'envolant à environ 50% de plus jusqu'en janvier. Alors que la demande a grimpé en flèche de la part des agriculteurs cherchant à rentrer leurs récoltes et de Russes prenant la route pour leurs dernières grandes vacances de l'été. Des installations sont extrêmement résistantes aux incendies, mais elles peuvent ralentir l'activité des raffineries, comme le montre la baisse de 200 000 à 250 000 barils par jour de pétrole brut destiné à être transformé en diesel, en essence ou en d'autres produits, a déclaré Gary Pitch, analyste de marché pétrolier chez Energy Intelligence. Place à présent à la revue de presse dans cette sélection et commentaires signés dans mon mat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'affaire Moutamba fait la une de nombreux journaux parus ce jeudi. Mais ouvrons cette revue avec la référence plus qui revient sur l'évolution des négociations de Doha entre le gouvernement congolais et l'FC M23. La consoeur note une lueur d'espoir avec des signaux encourageants, même si la libération des prisonniers exigée par le rebelle reste à concrétiser. Cependant, l'acceptation de ces préalables par les deux camps constitue déjà un pas décisif. Pour la référence plus, la RDC, en répondant enfin à cette exigence, pourrait lever l'un des principaux obstacles à la poursuite des négociations, augurant peut-être une avancée vers la paix à l'Est. Mais cette vision optimiste est tempérée par la prospérité qui dresse un tableau plus sombre. Le journal évoque une crise profonde qui dépasse le simple cadre militaire pour embrasser des dimensions sociales, humanitaires et institutionnelles. Depuis la prise de Bunagana en 2022, nos compatriotes de l'Est sont dans une situation catastrophique avec des conséquences dramatiques. Pertes en vies humaines, déplacement massif des populations, non-scolarisation des enfants, manque d'accès aux services sociaux de base, etc. Face à cette crise multiforme, la solution, selon le CNSA cité par le journal, ne peut provenir que d'un consensus en appelant à un dialogue national inclusif. Plus large, en effet, est aussi le regard proposé par l'Observateur, qui adopte une lecture géostratégique. Pour ces tabloïds, quelles que soient les crises, le Congo vaut et vaudra toujours son pesant d'or en dépit des discours sur son affaiblissement post-Mobutu. L'analyse refuse de céder à l'imprécation, rappelant qu'il est vrai qu'au lendemain de la chute du mur de Berlin, la donne stratégique a changé, mais que le Congo reste central. L'Observateur évoque un club puissant de personnes dans l'ombre qui investissent massivement dans le pays et n'accepteraient plus un Congo déstabilisé. Retour aux réalités judiciaires et politiques avec Info 27 qui s'arrête sur la Moutamba en soulignant la tension autour du report du verdict par la Cour de cassation. Ces délais de 5 jours n'a rien dissipé, bien au contraire. Le 1er septembre, serait-ce l'heure de la vérité ou l'ouverture d'un nouvel acte dans une affaire où droit et politique s'entrechoquent? La question est posée et elle trouve écho dans le Phare qui avance une explication plus sécuritaire. La vraie raison du report serait la tension qui régnait sur la ville de Kinshasa et d'autres villes du pays. Le quotidien rapporte une mobilisation populaire intense malgré les interdictions et prévient que prononcer un verdict, particulièrement des condamnations, pouvait conduire à des conséquences fâcheuses. Le report est donc vu comme une tentative d'apaisement. Enfin, le potentiel élargit encore le champ d'analyse. Pour ces quotidiens, l'affaire Moutamba dépasse désormais le simple cadre judiciaire. Elle devient un révélateur des rapports de force et des contradictions qui traversent le pouvoir congolais. Si certains dénoncent un dossier monté de toutes pièces, d'autres y voient un test crucial pour la crédibilité de l'appareil judiciaire. Entre soupçons de manœuvres politiques et enjeux de légitimité institutionnelle, cette affaire cristallise les tensions et les espoirs de tout un pays. Fin de cette revue de presse. Au revoir. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle ses principaux titres.
La question de la cohabitation entre gouverneurs des provinces et assemblée provinciale est relancée après que la Cour constitutionnelle a rétabli l'ex-gouverneur du Kasaï oriental, évincé il y a quelques mois de son poste. Vous l'avez également suivi, les initiatives de paix en RDC se multiplient et se chevauchent. Une nouvelle initiative qui émane de la Fondation Thabo Mbeki en faveur de la paix en RDC suscite des réactions. À l'international, vous l'avez suivi, la Russie prolonge l'interdiction d'exporter de l'essence jusqu'au 31 octobre. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi depuis Malembankoulou. Nous sommes dans le Holomami et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite.